Il est facile à constater que chaque individu a une responsabilité dans la communauté dont laquelle il se retrouve, que ce soit dans l'aspect économique, social, culturel ou environnemental. Par contre, chaque entreprise a également ses responsabilités. Aujourd'hui, nous allons discuter à propos des responsabilités sociales des entreprises ainsi que le développement durable avec des personnes qui se retrouvent à l'avant du développement d'une économie verte dans la région de l'Outaouais et de l'Est de l'Ontario. De plus, nous expliquons comment ceci affecte une communauté ainsi qu'une des façons qu'une entreprise peut devenir ce qu'on appelle un éco-leader. Par contre, avant de se lancer dans ceci, commençons avec le commencement. Qu'est-ce qu'est la responsabilité sociale des entreprises? La responsabilité sociale des entreprises, ou la RSE, est une pratique qui n'a pas de définition exacte. Par contre, basée sur les normes d'Organisation internationale 26 000, elle suggère que les entreprises aient plus que la simple responsabilité d'embaucher et de faire du profit. En fait, elle recommande que les propriétaires prennent plus en compte des effets qui peuvent être nocifs qui proviennent de leurs activités. Par exemple, le gouvernement québécois a lancé en novembre 2020 le plan pour une économie verte 2030. Un plan qui mise sur des investissements dans la lutte contre les changements climatiques ainsi que des investissements dans l'électrification de l'économie, la mobilité durable et les technologies propres. La province appuie également les efforts des entreprises qui devront non seulement minimiser leur impact environnemental, mais aussi générer des retombées positives. Ceci nous amène au développement durable. Comparativement à la RSE qui agit plus comme recommandation, le développement durable est une approche qui met en accord les besoins économiques, sociaux et environnementaux du présent sans compromettre la capacité de générations futures à répondre à leurs propres besoins. Dans ces besoins, il existe également un élément transversal qui se retrouve entre les autres aspects. Il est important à noter qu'il est impossible d'avoir un développement durable si l'un de ces besoins n'est pas pris en compte. Chacun de ces piliers sont souvent visualisés comme les pattes d'une chaise ou dans ce cas-ci, d'une table. Alors commençons par le besoin économique. Les besoins économiques peuvent être décrits par l'impact positif sur l'économie grâce à l'innovation, tout en étant écologiquement et socialement responsables. Les besoins sociaux incluent tout aspect de la communauté, dont sa diversité et l'inclusion. En ce qui concerne les besoins environnementaux, ils assurent la santé et la sécurité des communautés et préservent les écosystèmes qui entretiennent la vie. Puis finalement, les besoins transversaux impliquent les questions qui touchent à chacun de ces trois derniers aspects. Donc encore, s'il manque un de ces aspects, tout tombe. Alors, maintenant que nous savons ce que sont les responsabilités sociales des entreprises et ce que le développement durable veut dire, quels sont les exemples d'initiatives dans les régions qui voisinent la rivière de l'Outaouais? Donc, pour en dire un peu plus par rapport au projet, donc c'est vraiment de propulser les entreprises qui ont une vision de croissance. Donc, ça se décline sous deux aspects la certification éco-responsable, une formation en fait qui est offerte aux entreprises et un support en fait financier de cofinancement, de support encore ici pour des services experts conseils pour les entreprises. Alors, pour la certification éco-responsable, les entreprises qui se qualifieraient, ce seront vraiment des PME, donc petites et moyennes entreprises, même micro-entreprises qui se situent dans le sud de l'Ontario par rapport à notre bailleur de fonds qui est l'Agence de développement économique pour le sud de l'Ontario ici. Et ça inclut l'Est aussi, donc les entreprises avec moins de 20 employés. Donc déjà, la première étape avant d'avoir ce désir-là, c'est vraiment la prise de conscience que il y a des défis dans notre environnement, que ce soit l'environnement lui-même, que ce soit dans la société ou même du défi économique. Donc ça, c'est déjà la première étape qui est propulsée aussi par les leaders de l'entreprise. Ensuite, c'est de rejoindre le programme ici, vu que le programme il se décline en 15 subventions sur 3 régions. Donc on en aura sélectionné, par exemple, la Prescott Russell. Et lorsqu'on est sélectionné pour rejoindre l'une de ces cohortes-là, donc on va nominer en fait un comité éco-responsable. Donc ça veut dire 3 à 5 personnes dans l'entreprise qui vont suivre la formation parce que cette certification se décline sous une forme
de formation qui se fait avec un expert accompagnateur. Et la première partie, c'est de nominer ce comité. Ce comité-là va suivre déjà des modules en ligne pour essayer de se familiariser un peu avec le jargon autour de l'éco-responsabilité. C'est pas forcément tout le monde dans la rue qui parle RSE, qui parle de responsabilité sociale ou de développement durable. Donc, c'est déjà pour se familiariser. Ensuite, il y a 4 modules, en fait, 4 ateliers, un à un, travail vraiment avec un expert accompagnateur qui est spécialisé dans la démarche éco-responsable et éco-leadership. Donc déjà, la démarche éco-responsable, c'est tout un cheminement, c'est un cheminement de vie même, on pourrait dire, pour l'entreprise, et elle ne s'arrête pas à l'obtention de la certification. Parce que quand on obtient la certification, déjà, il y a des livrables qu'on doit présenter à l'organisme EcoCert, qui est comme le corps de certification ici au Canada, ou par rapport à cette certification éco-responsable. Donc, après avoir présenté ces livrables, on obtient notre certification, mais l'un des livrables, en fait, c'est une charte de développement durable avec des actions concrètes, en fait, que l'entreprise devrait prendre. Donc, ça ferait que, tu sais, on va en fait implémenter des actions sur ce plan d'action-là sur lequel on a travaillé avec l'expert accompagnateur. Mais c'est vraiment un cheminement de vie ici pour l'entreprise qui ne s'arrête pas seulement après avoir obtenu la certification éco-responsable. On devient même porteur de cette bonne nouvelle-là que voilà, on a un impact à avoir dans notre communauté, dans notre environnement. Donc c'est vraiment au-delà de seulement obtenir une simple certification. Donc, au-delà de la certification en soi, tu sais, ça pourrait être assez limitant si, par exemple, on n'a pas les ressources humaines ou on n'a pas les finances pour aller chercher, si on n'a pas reçu la subvention pour participer à un programme similaire, parce qu'il y a d'autres moyens aussi d'être certifié ou de démontrer son engagement à l'éco-responsabilité au travers d'une certification. On peut quand même prendre des actions concrètes, qu'on soit en travailleur autonome, dans notre petit bureau, en voyant qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon entreprise pour être un peu plus durable, un peu plus éco-responsable. Autre que aider avec la certification, le Collège La Cité lui-même comporte des projets innovateurs dans le développement durable. Donc, le OSCAR, c'est un projet d'intelligence artificielle pour aider au tri des matières résiduelles. On ne parle plus de déchets parce qu'il n'y a pas de déchets en tant que tel. On ne fait que trier les choses. Donc, OSCAR, c'est un système qui est fantastique parce que, puis j'ai pas d'action dans OSCAR, c'est tout simplement, c'est pour éviter d'avoir à réapprendre aux gens. Vous savez, ici, on a une cohorte qui arrive à toutes les sessions. Alors, au lieu d'avoir une personne debout à côté d'un centre de tri pour expliquer aux gens comment trier ces déchets, bien, on a OSCAR. Alors, OSCAR, c'est un centre qui permet, lorsqu'on montre un objet, de dire, bon, ben regarde, ça va dans le plastique, ça va dans le papier, ça va dans les déchets organiques, par exemple. Mais ce qui est vraiment encore plus intéressant avec OSCAR, c'est que ça donne des données. Donc, OSCAR recueille des données dans le fond et me donne des rapports tous les mois. Alors, pour vous donner un exemple, le premier mois qu'on a intégré OSCAR, on a eu un rapport qui dit 97 des gens jettent les napkins à la mauvaise place. Ils le mettent dans le papier au lieu dans du compost. Alors, ce qui nous a permis de faire le mois suivant, c'est d'avoir un message spécifique qui dit « Placez vos papiers, vos napkins dans des déchets organiques. » Donc, c'est un processus, ça permet un processus d'amélioration continue. Et on a vu subséquemment que les taux de diversion se sont améliorés. Donc ça, c'est vraiment un des projets qu'on a fait au collège. L'idée, c'est vraiment aussi de montrer les nouvelles technologies à nos étudiants. Ça fait partie du côté social, de l'implication du collège, pas seulement du côté environnement, mais du côté social également. Comme mentionné, les initiatives des certifications ont besoin tout d'abord des personnes qui sont prêtes à lever le flambeau afin que le tout puisse se prendre un air d'aller. Venez me rejoindre à Berkeley Hill et à Wakefield afin de parler à des entrepreneurs qui cherchent à tracer le chemin vers l'économie verte. There's been a lot of changing things that have happened in beekeeping and our business in general.
From a beekeeping perspective, climate change has really come into effect. So when we took over the operation, previous generations could expect to lose somewhere around the neighborhood of 15% of their hives over winter, and that's just natural because of the queens and their lifespan. But now, as we've seen climate change increase, weather has become a lot more unpredictable, and a compound of other factors have really affected the bees. So we're losing, in a good year, somewhere around the 25% range and up. In the U.S. this year, there's been huge losses. We suffered a massive loss about 2 years ago. And that's a contribution of things like varying weather patterns that are unpredictable for the bees. So really harsh springs, cold weather, snaps, ups and downs. There's a lack of forage now because there's been more clear cutting and more monocropping. So the bees' diet has changed substantially as farmers get rid of things like hedgerows. There's less and less for our bees to go to. And then there's a huge issue with varroa mites that have come up over the last number of years. So varroa mites are becoming harder and harder to control, and that's leading to colony collapse. So we are running out of treatments to use for the bees because all of the treatments that we've developed the mites have become immune to, so they're no longer effective. And that's a huge challenge for us. On the positive side, there have been a lot of changes from a beekeeping perspective and just how we process our honey. So we've increased the mechanization. So instead of uncapping everything by hand, which is incredibly labor intensive, now we use machinery like an uncapper. We've got some great machinery that allows us to really make sure that we're getting all of the honey possible. We're utilizing all of the wax with very little wastage. So there's a lot of mechanization that has helped us. We have a lift on the truck now, so that saves everyone's backs. And and from a business perspective, we've really made a shift from bulk honey, which is what we produced when we took over the operation, to now we sell honey in jars to wholesalers, to chefs, to restaurants, and we've really increased the agritourism and sort of experiential part of the business as well. So from an environmental impact perspective, we are really focused especially on things like packaging to ensure that all of our packaging is recyclable. We predominantly use glass jars. This again is very recyclable. It's also better for the honey itself, so it's not taking on anything from the packaging. Again, we've introduced some machinery that really helps with reduction of waste. So pretty much all of the honey and wax is captured in a closed loop system from our processing. So when the honey we take off, all of it goes in, we are able to capture all of the honey, so there's no wastage. We are able to capture all of the wax, and basically the only byproduct from the production process is a bit of like dirt that we then can spread in our gardens as great fertilizer. We've also done things like implement a bulk container program for chefs in kitchens, so they're able to bring back packaging so we can reduce waste on that end. And also from an on-farm perspective, we now have like a U-fill by the kilogram program for our retail customers so that we can decrease packaging again on that aspect. We've actually been looking for some time to find sort of a more formalized way to put our practices together. We looked at a number of options, and actually the opportunity to be part of the Eco-Responsible program came to us, which was great. So we were able to accept that, again, with the support of La Cité, and that made it a lot easier for us to join on board because this is a pretty capital-intensive program. So we were able to access, again, some really great training and coaching through that program that we might not have been able to afford otherwise. And just from a why perspective, we think it's beekeeping is sort of a naturally sustainable business, but we wanted to put some more formalized solutions to what we do so that we actually can measure things more appropriately and have a bit more of a formalized system from which to make decisions. And that's something that this program really helps with. Yeah, we're sort of midway in the process right now, which has been great. So we're going through coaching, and it's been great. They've been very flexible with our timelines because obviously the honey business is incredibly seasonal, so this is our busy time. So we've been through some coaching, so sort of done an overall analysis of where we are now. Again, doing some more formalized view of our processes and how we do things, which has allowed us to gain a lot more awareness. And now we're sort of at the point where we're starting to think of action items, but we haven't quite got there yet. So that's the next step for us, is to really tackle what are our next projects going to be and how do we continue this sustainable process going forward. Absolutely. I think, again, it's a really valuable experience to take a snapshot of what you are doing. Again, I think our business is maybe a little different from some of the other businesses that participate because we are sort of an eco-forward business to begin with, but there's still a lot that can be done that I would suggest, again, any of the eco-responsible businesses in the area already
could further their practices and really kind of cement that sustainability mindset and maybe become an area that is known for that. We would love to also encourage anyone on the food production side of things to be involved with it. We think that there could be like a really cool kind of niche in this area for sustainable regenerative farming and eco-responsible businesses that kind of can commingle. La vision d'avoir un resto au cœur du village, c'était de pouvoir promouvoir les producteurs, les personnes qui sont vraiment dans un travail très difficile de créer et renforcer des réseaux alimentaires. Et puis, ils travaillent très, très fort. Alors, pour moi, c'est comme je veux nourrir la communauté, comment je nourris ma famille. C'était vraiment avec une conscience de d'où est-ce que cette viande hypervienne, d'où est-ce que ces aliments, ces légumes viennent, comment est-ce qu'on élève les animaux, si on est carnivore ou si on est végétarien même. On a différentes options maintenant comme consommateur, c'est quoi le mot consommateur et producteur. Puis c'est vraiment, c'est pas facile des fois de faire une bonne choix. Mais quand on soutient le réseau local, pour moi, c'est aussi une stratégie politique en plus que sociale et nutritif. C'est vraiment de voir comment on est tous connectés et comment l'abondance qu'on a ici sur ces terres peut tous nous élever à une autre vie en abondance. J'en ai possiblement 3 qui sont les plus, dirons, connexions les plus longues qu'on a. Une, c'est avec le Manoman, le riz sauvage. Et puis le Manoman vient d'une nation, Première Nation, au sud de nous, Curve Lake First Nation. Fait que là, c'est une communauté incroyablement résiliente. La communauté a repris les connaissances de comment pouvoir avoir cette belle connexion. Puis toutes les années, la communauté fait une grande célébration pour éduquer le public, mais aussi pour forger les relations dans la même communauté. Fait que je me souviens même l'assiette qu'on a fait pour les mettre pour emporter, c'était une assiette de Manoman avec des champignons et avec tous les produits qu'on avait ici. L'autre, c'est la ferme Juniper, qui sont des voisins. Fait que c'est une famille qu'on connaît depuis que je suis venue ici, aux collines. Nos enfants sont de la même âge, on était enceintes en même temps. Là, on vient d'avoir une grande commande. Et puis, c'est toutes les verdures qu'on utilise pour les salades. Il y a plusieurs autres fermes comme ça, avec des produits, par exemple le sirop d'érable. C'est Fermé Forest, c'est des autres voisins. Et puis, Pierre Blanquier, Rivière et Racine, qui était ici un autre partenaire, lui, il a sa compagnie maintenant pour les produits de cueillette sauvage qui sont vraiment small batch. Fait que toutes les sodas qui sont faites ici, ou les sels de sapin blanc, ou les sucres d'épinette. On a aussi un autre producteur indigène plus local, puis c'est lui qui s'occupe des tisanes, Kayoki, qui provient juste au nord d'ici, puis de Chelsea, puis à la ferme Kayokiti à Feralton. En termes que les produits de canard qu'on avait ou de poulet, c'était aussi des producteurs locaux. Canabec, c'est un producteur, mais là, on a dû faire des changements aussi. Saveur des Monts, qui est dans Val-des-Monts, et puis partout à Tisse avec les saucisses. Fait que il y avait certains producteurs qu'on avait au commencement, puis des dynamiques qui ont changé aussi.
Ce que j'ai fait pour soutenir les pratiques alimentaires régénératives ici, c'est de prendre un inventaire de ce qui devait être très important. Il y a des choses qu'on peut nous-mêmes élever ou, comment est-ce qu'on dit, livrer. Par exemple, toute l'ail est de ma fermette. Parce que moi, je peux facilement pousser l'ail. Les légumes, les autres choses, je vais laisser ça à quelqu'un qui le fait depuis longtemps. Fait que d'avoir une façon de dire ça, c'est la priorité, ce qu'on peut faire. J'ai choisi de ne pas avoir des boissons qui sont commerciales. Des personnes, ils viennent, ils veulent une Coke ou une ginger ale. Je dis, bien, on a notre ginger ale fait maison. Le menu change un peu, basé sur la saison. Un exemple, c'est la semaine passée, il y avait des chanterelles. Fait que mon producteur de Rivière-et-Racine m'est venu donner des chanterelles. Fait que le menu avec les tacos qui sont végétariens, en plus d'avoir des crimini biologiques, on y additionne des champignons sauvages. Mais avec certaines ressources, j'ai dû simplifier mon menu. Au commencement, c'était vraiment beaucoup plus compliqué avec beaucoup plus de choix. Et puis, selon les années, j'ai dû simplifier. À un point, quand on avait fini ce qu'on avait acheté ce temps, la cueillette n'était pas processée. Fait qu'on a dû attendre quelques mois jusqu'à ce que la compagnie Black Duck a eu le temps de faire la cueillette et puis toutes les étapes pour préserver le manoomen. Fait qu'on a dû changer ça et modifier le menu. L'idée de faire des soupers de cueillette sauvage était de rassembler la communauté et célébrer les producteurs locaux et indigènes. À travers la nourriture, on nourrit pas juste nos corps, mais on nourrit des réseaux de connexion humains, comme je disais, qui nous reviennent aux racines ancestrales de chacun et chacune de nous. Fait qu'en 2022, on a créé le premier souper. C'était pour célébrer James Whitton, qui est le propriétaire et dirigeant de Black Duck, pour célébrer qu'il était quelqu'un qui avait régénéré les pratiques de manoomen dans sa communauté, mais aussi pour plusieurs nations Anishinaabe qui dépendaient pour des milliers d'années sur le manoomen. Fait que lui et sa femme sont venus. On avait 60 personnes là. La moitié étaient des personnes indigènes et la moitié étaient des personnes des alentours, qui en anglais on appelle ça des settlers. Pour moi, c'était vraiment émouvant qu'une vision pourrait créer quelque chose de petit. Ça, c'est symbolique, mais c'est aussi des commencements des relations. On a maintenant un collectif où on a planté les chimes cette année. Ça s'appelle Collectivo Chim et la vision, c'est de planter ensemble et de pouvoir célébrer et de pouvoir sauvegarder les grains. Mais les grains sont aussi des histoires. C'est aussi le partage. Fait que la vision que j'ai pour le futur, c'est de continuer à soutenir des producteurs biologiques et indigènes et locaux et de célébrer ce qu'on fait qui paraît très simple. Mais toutes les choses qui sont simples sont aussi vraiment, des fois, parfois, difficiles. Et la vision, c'est de continuer à nourrir la communauté et de le faire aussi dans un milieu plus sauvage, en célébrant les musiciens locaux.
et d'avoir les enfants avec la communauté, pouvoir faire partie de quelque chose. Les entreprises ne sont pas les seules à vouloir se développer de façon durable, mais les villes également, dont le projet de la ville de Gatineau et celle d'Ottawa, nommé Zibi. La communauté de Zibi, qui tire son nom du nom originaire de la rivière de l'Outaouais, la Kitchi-Zibi, est un projet qui cherche à créer une communauté qui a un net zéro ou qui n'émet aucun gaz à effet de serre. Cette communauté est un projet partagé par la ville d'Ottawa et celle de Gatineau. Afin de réduire son empreinte environnementale, la communauté se base sur la certification One Planet. One Planet ou One Planet Living se base sur un cadre biorégional qui contient 10 différents sujets. Ces 10 sujets sont classifiés comme étant ceci: la santé et le bonheur, l'équité et l'économie locale, la culture et la communauté, la terre et la nature, l'eau durable, les aliments locaux et durables, le voyage et le transport, les matériaux et les produits, ainsi que 2 idéologies, dont celle de zéro déchet et zéro carbone. La communauté de Zibi s'est ensuite créé un plan d'action avec certains buts, dont la sensibilisation accrue du public à la présence traditionnelle et contemporaine de la nation algonquine Anishinaabe dans le projet Zibi, avoir un ratio d'espace de jardinage maraîcher par ménage, soit 1 pour 10 résidents, atteindre les cibles de matière de mode de transport afin de diminuer l'utilisation des véhicules personnels, avoir plus de 70% des déchets résidentiels et commerciaux réacheminés, diminuer la demande énergique des immeubles de 30% et plusieurs autres différentes cibles. La communauté cherche à devenir un exemple dans la région de l'Outaouais et de l'Est ontarien, mais aussi cherche à devenir un exemple international quand ça vient au développement durable. La communauté cherche à revitaliser le centre-ville d'Ottawa et de Gatineau, mais ainsi que revitaliser notre idéologie. Il est clair à voir que le développement durable est rendu une idéologie qui est au sein de plusieurs entreprises et d'individus. La beauté avec ce fait, c'est que ça pourrait être n'importe qui pourrait être le prochain à faire ceci.